Bonus. Trax. On s'approche doucement de la fin de saison pour The Mandalorian qui, cette semaine, dégaine un certain Robert Rodriguez pour un épisode bourré d'action qu'on débriefe tout de suite en compagnie de Phobos, JB et Océane du Lemon Adaptation Club. C'est tout de suite. Vous le savez désormais, mais on le répète quand même, Mental Lockdown est une émission 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de la série, ou The Tragedy, l'épisode que nous allons analyser aujourd'hui, épargnez-vous une nouvelle tragédie, justement, en revenant plus tard. Ceci étant dit, je souhaite tout d'abord bonjour, bonsoir à tous mes invités, et on va leur demander ce qu'ils ont pensé de l'épisode, mais dans le cas d'Océane qui va ouvrir le bal, également de toute la série jusqu'à présent. Océane, c'est à toi. Coucou tout le monde déjà. Et puis alors mon avis sur la saison, c'est que j'ai l'impression qu'on perd le focus sur le Mandalorian et sur The Child au profit des autres personnages principaux, et j'avoue que ça me frustre un petit peu. Après, je trouve que c'est pas aussi palpitant que la saison 1, même s'il y a de belles fulgurances, et j'ai vraiment adoré par exemple l'épisode 3 réalisé par Bryce Dallas Howard, qui est définitivement ma meilleure confirmation de la série en matière de réalisation. Et sur cet épisode-là, j'ai trouvé que c'était vraiment le jour et la nuit comparé à l'épisode précédent par Dave Filoni. Et là, au Filoni, c'était vraiment très dans la grâce, presque l'élégance avec Ahsoka. On sent que Rodriguez, c'est vraiment le gros bourrin de service qui vient délivrer ta demi-heure action-packed, sans réflexion, mais avec 2-3 plans un peu iconiques et qui font du bien. Je dois bien l'avouer, j'ai applaudi à un certain moment de l'épisode. Donc, ouais, l'épisode était pas trop mal, j'ai quelques réserves. Et globalement, la saison, je suis beaucoup moins emballée pour le moment par cette saison 2 que par la saison 1, pour laquelle j'ai une vraie affection. Merci pour ce résumé, ma foi, hyper bref, mais hyper pointu à la fois. On sent l'expérience podcastriste, si j'ose dire, derrière tout ça. Mon JB, toi qui partage avec Robert Rodriguez un amour pour la cuisine, je ne sais pas quoi faire de cette introduction, mais voilà, je voulais savoir ce que tu as pensé de l'épisode. Pour rebondir sur les propos d'Océane, quand elle dit que Dave Filoni il a réalisé avec grâce, je pense que Robert Rodriguez il a réalisé avec graisse. C'était quand même méga lourd comme épisode, quoi. J'ai trouvé ça vraiment bourrin, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. C'était vraiment lourdingue, c'est un peu l'ambiance saucisse barbecue, comme on a l'habitude de dire ici. Et pour moi, c'est peut-être le moins bon épisode de cette saison 2. Mais alors du coup, on se situe dans quelle saucisse ? On est dans la saucisse traiteur, on est dans la saucisse de supermarché, on est quelque part entre les deux ? Ah, on est dans le pack 24 saucisses chez Lidl, là. Okay. Lidl, carrément, ok. Ah ouais, non, franchement, j'ai trouvé que les décors étaient totalement tristes. Franchement, on dirait un bout de campagne des États-Unis où c'est très peu inspiré. Tout ce qui se passe avec Grogu, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte d'un truc en regardant l'épisode, c'est que j'aime pas quand la force elle est matérialisée visuellement. J'aime bien que la force ça reste quelque chose que de l'esprit et d'intangible. Là, de le voir avec son aura à la Dragon Ball Z, ça m'a pas du tout plu. Et puis je trouve que l'action elle est pas terrible, c'est confus et en même temps c'est vide. J'ai pas du tout aimé, et le retour de Boba Fett en mode de super gros Mandalorian qui éclate les types avec son bâton, j'ai trouvé que la manière dont c'était filmé, c'était vraiment vulgaire en fait. Très bien. Est-ce que Phobos va s'inscrire en faux ou va nous dire qu'elle aime beaucoup les saucisses de chez Lidl ? Alors malheureusement, je suis pas très très saucisse, et effectivement j'ai pas accroché à cet épisode. Pourtant j'ai bien aimé la première scène que j'ai trouvée toute mignonne, de Mando qui délire en mode oh là là, il s'appelle Grogu, il est trop mignon, c'est mon fils et tout. Et derrière, en fait, je trouve que c'est vraiment, on dirait un démo reel d'action par et pour des cascadeurs, et qu'il y a très peu de
d'esprit, d'enchantement. Enfin, j'ai pas retrouvé l'aspect un peu Star Wars, quoi. Enfin, comme dit JB, je trouve que la matérialisation de la Force, c'était pas très réussi et qu'en fait, il y avait aucun sens de l'enchantement et du rêve et du côté spirituel qu'on peut avoir, par exemple, dans Rebels, quand il y a la manifestation de la Force et tout, quand t'as des personnages qui se connectent avec l'univers. Là, franchement, déjà visuellement c'était pas très intéressant et j'ai trouvé que ça manquait cruellement dans la mise en scène de ce sens de l'enchantement et de qu'est-ce que c'est la force. Donc voilà, et même dans la mise en scène de l'action, j'ai trouvé que c'était un peu fauché. Et voilà, bon, c'est toujours marrant de voir Boba Fett des boîtes des types, hein. Je vais pas cracher dessus non plus, mais voilà, c'est vraiment l'aspect fan-film, micro-scène d'action que je trouve un peu, c'est un peu la faute de goût dans cette saison, quoi. Ok, bah je vois que vous n'avez pas été beaucoup plus séduit que moi-même. Alors, c'était un peu une tragédie ce qui se passe en ce vendredi post-épisode de Mandalorian. Parce que j'ai quand même grandi avec cette passion, ou cette espèce de secret de Polichinelle, comme quoi Boba Fett est un personnage extrêmement stylé, qui a survécu au puits du Sarlacc, qui a un vaisseau trop cool, qui s'appelle le Slave One, qui a plein de gadgets sur son armure, même s'il s'en sert jamais dans la trilogie originale. C'est vraiment le meilleur chasseur de primes de la galaxie, et Jango Fett, il est pareil, il est trop stylé. Et cette espèce de fantasme ou de vision fantasmée plutôt de Boba Fett apparaît à l'écran cette semaine dans cet épisode de Mandalorian, réalisé par Robert Rodriguez qui... par ailleurs, ne me déplaît pas tellement. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui le détestent viscéralement. Moi, c'est un mec pour qui j'ai au contraire plutôt de la sympathie, qui est d'ailleurs connu pour faire des films avec quelques dollars et 2-3 bouts de ficelle. Donc, c'est peut-être pas étonnant qu'on le retrouve sur un épisode 100% action qui, malheureusement, est tourné visiblement, effectivement, avec des bouts de ficelle et à l'arrière d'une colline du côté de Los Angeles, quoi. Donc, c'est quand même assez peu inspiré, je pense qu'on l'a tous dit, d'un point de vue environnemental, décor et tout ça. Et après, effectivement, en termes de scène d'action, c'est censé être très cool, mais c'est là où la tragédie de cet épisode pour moi, c'est ça, c'est que c'est censé être très cool, mais ça n'a pas du tout pris une seule seconde sur moi. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 moments qui sont marrants. J'ai pas applaudi, je serais curieux ensuite d'avoir ton applaudissement, l'explication derrière cet applaudissement, Océane. Mais j'étais complètement paumé en fait dans l'espèce d'avalanche d'action et de volonté de réinstaurer Boba Fett comme un personnage cool, un peu comme s'il fallait exaucer des fans qui depuis 40 ans presque attendent ça. Et j'ai trouvé ça un peu vulgaire comme l'a dit JB, et franchement assez triste parce que non seulement ça parasite l'histoire de Din Djarin et de Grogu, et ensuite même si les personnages s'insèrent peut-être un peu mieux que Ahsoka dans l'épisode précédent parce qu'on les avait déjà vus par le passé, et ben il y a quand même cet effet de fanservice permanent, quitte à ce qu'il soit vraiment bête et méchant, quoi. Je pense notamment on y reviendra, mais aux origines de Django et de Boba Fett qui sont comme ça explicitées alors que y a un mystère qui plane autour du père et du fils depuis des années, quoi. Et je trouve ça vraiment bizarre en fait de vouloir tout mettre en fait dans The Mandalorian. Et je crois qu'on en parlait déjà la semaine dernière avec Guillaume et le cas Ahsoka. Et je crois que là, c'est rendu encore plus, en tout cas encore moins subtil par la réalisation de Rodriguez, qui fait peut-être malheureusement aussi ce qu'il peut avec les moyens qui sont ceux de The Mandalorian, mais que j'ai pas envie d'excuser parce que ça reste quand même fucking Disney et Star Wars. Donc s'ils avaient envie de faire un truc hyper beau et 100% je sais pas, tu vois, recréer une icône. Et je pense qu'ils pouvaient le faire mieux qu'avec Robert Rodriguez sur une colline derrière Los Angeles, et je suis un petit peu du coup déçu de ça, surtout quand on sait que pendant un temps il y avait potentiellement un film Boba Fett par James Mangold. Alors je sais qu'effectivement on peut pas comparer un projet qui lui est arrivé au bout à un projet qui ne s'est pas fait. Mais dans ma tête, je me dis, waouh, en fait, j'aurais bien kiffé de voir ce genre de délire dans le troisième acte d'un film d'action ou d'un western où on aurait eu le temps de s'attacher à ce personnage de Boba Fett, de comprendre pourquoi il a besoin de récupérer l'armure, de le revoir en armure, ça aurait été un moment de ouf. Alors que là, pour moi, c'est juste une espèce de moment de ouf si t'as toujours voulu voir ça. Et je pensais que c'était mon cas. Et en fait, maintenant que c'est arrivé, je suis un peu en mode, ouais, bah, peut-être que
ça m'intéresse plus, ou que je suis devenu trop exigeant, trop vieux, je sais pas, les gens me diront en commentaire. Je sais pas si vous avez ressenti du coup cette même chose de passer à côté d'un truc, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cet épisode, mais qu'il y en a d'autres qui applaudissent vraiment tout le long. Donc voilà, quel est votre sentiment? Et on va commencer par Océane, qui a du coup applaudi à un moment. Alors, Donc, nuance quand même, mais dis-nous tout. alors le moment pour lequel j'ai applaudi, c'est le fameux plan Cool Guys Don't Look at Explosions. Parce que j'étais tellement oui, morte oui. de rire que j'ai applaudi en fait. C'était ça, c'est un peu un effet. Donc Mais c'est ça. tu parles du moment où Boba Fett se retourne, C'est ça. au moment où les deux transporteurs C'est ça. s'écrasent l'un sur l'autre. J'ai vraiment eu l'impression de revoir le premier Iron Man où il lance son petit missile sur des terroristes et qui se retourne et piou, ça explose derrière lui. Du coup, ça m'a fait marrer en fait. Je sais pas pourquoi, mais du coup, j'ai rigolé parce que en fait, ce genre de plan, c'est tellement ridicule, c'est tellement tourné en dérision que maintenant, ça me fait rire et que j'applaudis dès que j'en vois un parce que voilà. C'est une forme de soulagement quand tu applaudis. C'est une forme de soulagement quand j'applaudis. Mais c'est vrai que sinon, j'étais très étonnée de voir à quel point il plongeait vraiment dans du lore Star Wars qui concernait tout ce qui est Boba Fett et tout ça. C'est pas forcément quelque chose auquel je m'attendais. Et en même temps, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, ça parasite un petit peu l'enjeu initial. Et comment tu veux t'attacher à ces nouveaux personnages que tu vois, donc le Mandalorian, Grogu et tout ça, si à tous les épisodes, on vient te rappeler que oui, mais il y a déjà eu ceci à 40 ans, il y a déjà eu ceci et cela et machin. Et je trouve qu'autant, pour certains personnages, ça fonctionne plutôt bien, comme Ahsoka, moi j'avoue, j'ai beaucoup apprécié l'épisode de la semaine dernière. Autant là, j'ai trouvé que c'était vraiment greffé de force, avec le prétexte du retour d'un autre personnage qu'on avait vu en saison 1. Et je trouve que la greffe ne prend vraiment pas bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à la fois le meilleur et le pire de Star Wars qui cohabitent dans cet épisode. C'est à la fois effectivement du fanservice qui de temps en temps est un peu bien placé, et puis 2-3 moments un peu cool quand même. Et en même temps, cette volonté un petit peu de vouloir tout expliquer, alors qu'il y a certaines choses qui sont très bien quand elles ne sont pas expliquées. Et ouais, ça me frustre un peu. Et j'ai aussi eu la pression d'une fin très répétitive qu'on a déjà vue à la fin de la saison 1. Et ça me saoule un peu, quoi. À la fin, j'étais en mode, non, mais ils vont pas oser faire la même chose qu'en fin de saison 1, quoi. C'est ridicule. Et ben, ils y sont allés quand même. Et du coup, c'est ultra répétitif, quoi. Et c'est ça qui m'a le plus agacé, c'est de voir que l'épisode qui essayait un peu de créer une tension autour du combat qu'on devine un peu en temps réel, ça s'effondre totalement sur la fin avec une suite de petites scénettes qui va voir à peu près tout le monde, histoire de faire des clins d'œil à tous les personnages en mode « Hey, vous avez vu, on n'oublie pas machin ou machin ou machin ». Et pour moi, limite, l'épisode aurait été mieux si ça avait été vraiment un one-shot. Alors, ok, dans cette colline toute pétée, mais j'aurais vraiment kiffé voir un épisode un peu un seul endroit comme l'épisode de la prison dans la saison 1, quoi. Un peu ce genre de truc où t'as un seul lieu et c'est comme une partie d'échecs dans le lieu. Et j'étais un peu frustrée du coup par les 10 dernières minutes où vraiment c'est du teasing, de teasing, de teasing, quoi. Ça m'a un peu agacée et je trouve que c'est un peu le syndrome de ce qui arrive à Star Wars depuis le rachat, quoi. JB, tu partages cet agacement? Ouais, c'est clairement un épisode qui va te faire... En fait, je pense un épisode qui fait plaisir aux fans de Star Wars des années 90. Tu vois, c'est toute cette idée, le côté legend, et Boba Fett il est trop cool, Boba Fett il est trop classe. Après, sur la structure en elle-même de l'épisode, c'est vrai que la fin est quand même très molle et il faut quand même... Ils teasent quand même le retour du pire personnage de la saison 1. Ouais. Hein, on en parlera tout à l'heure, mais je sais pas, on en parlait, je crois, il y a 1 ou 2 épisodes, que c'était déjà, il avait le design le plus flingué de la série et son personnage avait rien à raconter. Et là, il revient. Mais ouais, globalement, j'ai quand même été très déçu. Après, la réal de Robert Rodriguez, pour revenir un petit peu dessus, je pense qu'il a fait un épisode qui correspond à ce que lui il fait d'habitude. Et moi, j'aime bien le style de Rodriguez quand il va très loin, quand il est à fond dans ses délires. Et je pense qu'en fait, ça s'hybride juste mal à Star Wars. Donc, il a peut-être une patte qui est un peu trop marquée pour qu'elle fonctionne avec Star Wars. Après, si ça avait été sur un long, par exemple, où il avait eu plus le temps de s'installer, de créer son ambiance, de créer son univers, et de créer des personnages, et pas de prendre des personnages déjà existants et de leur faire des trucs à la Robert Rodriguez, ça aurait peut-être mieux marché. Mais il y a aussi une espèce de paradoxe, non ? Entre le fait qu'il file à Rodriguez un épisode qui est filmé visiblement dehors et pas sur leur fameux volume, cette espèce de grand écran LED, parce que vraiment, pour moi, c'est filmé dehors et très clairement, la réaction des Américains et des Californiens en particulier, c'est de dire les gars sont sortis du studio, ils ont fait 300 mètres avec les 4x4, ils ont posé les caméras, ils ont fait ça là-bas, tu vois. Et du coup,
je trouvais que c'était bizarre parce que limite, Rodriguez, c'est Sin City, c'est Alita, c'est tous ces films filmés intégralement sur fond vert. Donc moi, je m'attendais vraiment à ce que le gars, il tape, quand on m'a dit Rodriguez, il fera un épisode de la saison prochaine, je m'attendais vraiment à ce que ça soit effectivement un gros actionneur, mais que ça soit, dans un environnement hyper cool, avec une image hyper léchée, pas du tout réaliste. Alors que là, on est quasiment dans l'absence de photos. Pour la petite anecdote, je disais à Phobos tout à l'heure que quand je préparais mes visuels pour ce podcast, je pouvais mettre n'importe quel filtre sur les images parce qu'en fait, les images étaient tellement brutes que ça marchait, alors que les épisodes précédents, j'y arrivais pas parce que la photo était beaucoup plus travaillée en fait. Et je suis là aussi super embêté parce que, encore une fois, j'aime bien Robert Rodriguez. Enfin, j'ai une sympathie assez énorme pour ce type qui mérite peut-être. Franchement, pas forcément. Mais du coup, je m'étais presque hypé à l'idée de le voir sur Star Wars. Et en fait, tout le format et tout le concept, je le trouve génial, mais l'exécution, je la trouve un peu ratée. Alors qu'il y a des trucs qui sont 100% le genre de conneries que j'apprécie quand j'arrive à me replacer quelques années en arrière et que je me mets en mode pur fan, notamment le coup des lance-roquettes au genou de Boba Fett. C'est vraiment, tu sais, la petite flèche sur les encyclopédies, lanceur de genoux anti-personnel, était en mode genre non mais jamais il a vraiment ça sur le costume, et là ils te font des micro-roquettes comme ça, et j'étais en mode bon, c'est comme le coup de la tourelle e-web la saison précédente, tu vois, j'étais bord de rire parce que c'est d'un coup le perso il se met à citer l'encyclopédie Star Wars, et la série là elle cite l'encyclopédie Star Wars en permanence, mais c'est trop en fait. C'est trop, et en fait c'est de l'ultra référencement qui en fait est un peu marrant et fonctionne sur le papier, mais qui quand c'est mis en scène de manière aussi littérale et sans subtilité derrière marche plus en fait. Un bon exemple de comme tu disais JP, de cet ultra référencement, et qui moi m'a fait beaucoup de mal, et qui est pas tellement de la mise en scène mais de la pure écriture de la part de Jon Favreau, du coup, qui signe le scénario de cet épisode. Quand il présente Boba Fett, il dit je suis juste un mercenaire qui cherche sa place dans l'univers comme mon père avant moi. Et du coup, c'est en mode le gars cite la prélogie et la trilogie originale dans une seule réplique. C'est-à-dire que en fait, là, on est arrivé à une combinaison il prend deux répliques qui existent déjà dans Star Wars et il les combine pour écrire un truc. Et j'étais en mode putain, mais c'est le meilleur exemple de flemme et en même temps du problème de The Mandalorian, quoi. Ça ne peut exister qu'à travers les prismes de personnages qu'on verra dans le futur ou qu'on a déjà vu dans le passé. Et c'est super frustrant, surtout quand c'est mis en scène comme ça dans une petite vallée avec des petits cailloux et des petites haies tranquillou, et un Boba Fett qui sort de son caillou et qui fait hey, au fait moi je voulais récupérer l'armure, et tu te dis ok d'accord, pourquoi tu l'as pas récupéré avant? Il me semble que quand même Cobb Vanth n'est pas non plus un adversaire hyper difficile à battre, mais bon. Pour Cobb Vanth, Catherine, donc ma copine, a une théorie, c'est qu'il le trouvait trop beau pour oser réclamer l'armure. C'est aussi ma théorie. Très bonne théorie. Les filles, vous êtes d'accord, oui. Je pense. Bien sûr. 100%. Et il a perdu son armure lors d'une partie de Street Poker. c'est peut-être ça. Tout s'explique. On veut peut-être voir cet épisode. Non, mais du coup, est-ce qu'on veut revenir sur des scènes ou des moments en particulier? Parce que là, j'ai déversé une partie de ma déception avec notamment cette réplique. Océane a parlé du moment du transporteur. On a parlé des lanceurs de genoux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué? La dernière scène. La dernière scène? Ouais. Pourquoi, Océane? En fait, j'ai trouvé que Grogu était vraiment hyper vulnérable, et le voir essayer de marave les Stormtroopers et ensuite d'être tout affaibli, honnêtement, j'adore Grogu, je le trouve ultra mignon et très attachant et tout ça, et du coup le voir face à Giancarlo Esposito et son sabre, ça m'a fait un peu de mal au cœur en fait. J'ai trouvé que Esposito était vraiment très très bon dans la scène. Il fait vraiment du Esposito pur jus, mais je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, et que le contraste entre lui qui est vraiment diabolique et Grogu qui est au contraire la pureté et l'innocence incarnée, et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien, et j'ai vraiment eu de la peine pour Grogu sur cette scène, et mes yeux étaient un petit peu émus. J'étais en mode non mais laissez-le tranquille, il mérite pas tout ça quoi. Donc j'avoue qu'en fait, à chaque épisode, c'est vraiment Grogu qui me rend un petit peu fragile, et je pense que c'est totalement conscient de la part de Disney. Mais cette dernière scène, en plus, elle m'a un peu intriguée par rapport au pouvoir de Grogu, à ce qu'ils vont faire de lui avec la force, avec le sabre, est-ce qu'il n'y a pas déjà un passif entre les deux personnages. Et c'est peut-être une des pistes qui m'intéresse le plus pour cette fin de saison, comparé à voir Cara Dune et ses petites étoiles de la résistance ou autre. Mais alors justement, est-ce que Grogu est-il si pur et innocent que ça, parce qu'on le voit quand même en train de force choke, je sais pas comment on dit en français, étrangler par la force les Stormtroopers, qui est quand même
globalement un move plutôt dark side. Ouais. Et comme le faisait à juste titre remarquer République, dans cette scène de fin, on a un thème musical qui reprend dans ses premières notes le thème de Kylo et qui du coup évoque quand même plutôt globalement le côté obscur. Donc est-ce que c'est pour illustrer le méchant ou est-ce C'est que une pour réincarnation. illustrer, En fait, l'esprit de Kylo ce s'est qui se passe réincarné chez dans Grogu. Grogu. Et c'est pour ça qu'on voit le papillon qui symbolise Et oui, Reylo. tout s'explique. Plus d'infos sur ce fameux papillon dans la partie référence et easter egg à la fin de ce podcast. Mais effectivement, il y a un thème musical, j'en parlais en off parce que Phobos a dit, comme le dit justement République, mais vous n'étiez pas dans notre conversation, mais maintenant vous le savez, que c'était dans une conversation avant le podcast. Et je pense qu'il ne faut pas lire trop ce genre de références et de leitmotifs un peu musicaux comme ça. Mais ce qui est quand même toujours sympa, c'est que tu vois, de savoir que c'est un enfant et que comme beaucoup d'enfants de Jedi, il voit pas forcément les limites et du coup le fait qu'il puisse pas verbaliser ces limites-là, contrairement à un Ezra ou un Anakin, tu vois, c'est encore ça le rend quand même plus intéressant. Enfin, c'est potentiellement, comme disait Océane, une porte pour un développement assez chouette. Et je te rejoins complètement d'ailleurs. Océane sur le côté assez chouette de cette scène, même si elle a rien à voir avec le reste de l'épisode. Il y a Esposito a presque un côté un peu Scar ou vilain de Disney, vraiment dans le pur bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il arrive et qu'il est là, oh on veut faire un gros dodo. Et j'ai trouvé que c'était presque marrant parce qu'effectivement, une fois qu'il a des pauvres petites menottes, Grogu, qu'est-ce qu'il va faire ? On sait pas trop quoi. L'Empire, ils ont des mini menottes. C'est horrible. Ouais, J'étais trop il fait mal. mal. Il fait 25 cm de haut, vous avez pas besoin de lui mettre des menottes, quoi. Ça l'empêche pas de gérer 3-4 Stormtroopers, visiblement. Bon, ils sont pas morts, parce qu'il y en a un qui se relève, il a l'air d'avoir un peu mal, mais... Ah, mais c'est pas parce qu'il va avoir des menottes qu'il peut pas utiliser la force, tu vois. À moins que ça soit ça l'électrifie, ou que ça l'endorme, je ne sais pas. Je ne sais pas comment fonctionne la technologie des menottes dans Star Wars, mais on fera un épisode complet sur le sujet en 2053. D'autres petits moments qui vous ont fait kiffer, qui vous ont fait cringer. Moi, je voulais peut-être revenir un peu sur la question de la force, parce que, comme tu disais, JB, ici, elle est représentée. En tout cas, il y a une espèce de... Je sais pas si c'est la force elle-même, mais un champ de force. Vous me pardonnerez l'expression française. Mais avec, du coup, Dean qui revient une fois, 2 fois, 3 fois. Comment est-ce possible que dans un épisode, on voit 3 fois la même scène ? Je ne sais pas. Surtout quand il fait 35 minutes, ça me paraît quand même un peu chaud, mais peu importe. Du coup, Grogu est en train de communier un petit peu à la façon de Luke à la fin de The Last Jedi, les paumes ouvertes vers le ciel. Et je trouvais ça effectivement assez étrange, même si le design, tu vois, des pierres et de la grosse boule au milieu fait forcément penser à Jedi Fallen Order. Il y a pas mal de trucs qu'a développé Disney en parallèle, mais il y a vraiment un côté effectivement très déroutant quand la force elle est manifestée comme ça, là où jusqu'à présent dans les films et même dans The Rise of Skywalker, qui quand même a été assez loin sur les questions de réincarnation, par exemple, c'est resté très sobre, en fait. Et je me souviens même de la question du lien entre Rey et Kylo, qui au final est justement juste du vocabulaire cinématographique avec des logiques de montage, en fait. Et là, on voit cette espèce de champ lumineux, et je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Est-ce que vous pensez qu'on va en apprendre un peu plus sur la mythologie de la Force entre Ahsoka, entre ce genre de choses ? Est-ce que ça vous a parlé ou est-ce que ça vous a rebuté au contraire ? J'avais une question pour toi et pour Phobos aussi. Est-ce qu'on voit déjà ce genre de choses dans Rebels ? Est-ce qu'on voit un peu genre des auras à la Dragon Ball ou à la Senseiya ? Parce que là, clairement, il brûle son cosmos pour après faire des super attaques. Donc, est-ce qu'il y a déjà ça dans Rebels ou est-ce que c'est totalement nouveau ? Représenté tel quel, je dirais que c'est totalement nouveau, mais les espèces de cercles de runes lumineuses, on voit ça dans Rebels, on voit ça dans Clone Wars, on voit ça dans pas mal de produits d'univers attendus, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas tout à fait inédit, mais c'est vrai qu'en live action ça crée ce côté un petit peu étrange parce qu'on n'a jamais été jusque là. Mais si tu veux, à l'époque, Luke qui lévite en tailleur, les gens ils étaient en mode what, pourquoi il faut d'un coup être comme un moine bouddhiste pour utiliser la force, enfin, tu vois, mais à chaque fois que les gens ajoutent un truc en prise de vue réelle, ça donne tout de suite beaucoup de légitimité et ça crée parfois un peu la surprise chez les spectateurs. Donc je crache pas forcément dessus, mais c'est vrai que moi ça m'a marqué que ça soit dans un décor qui par ailleurs est pas très inspiré, alors que quand Ahsoka te raconte le lieu dans l'épisode précédent, t'es en droit d'imaginer un truc stellaire, potentiellement en plus, on en a fait nos recherches dans l'épisode précédent, mais l'un des premiers temples Jedi et tout. Bon, t'arrives, t'es là genre, ah, ok, ouais, l'un des premiers temples Jedi dans la région de Los Angeles, effectivement, ouais, enfin, c'est genre trois mini moches orangés, là.
Enfin, je sais pas, genre je m'attendais à un truc soit en marbre, soit comme les temples qu'on voit qui sont à moitié justement en pierre, à moitié en métal, tu sais pas trop, où il se passe des trucs un peu chelous, genre t'as toujours des personnages qui disparaissent, qui en rencontrent d'autres, ça se passe beaucoup il y a beaucoup de scènes comme ça dans Rebels, où il n'y a pas forcément beaucoup d'artifices, il n'y a pas d'effets spéciaux en fait, c'est que des effets de montage, de quel personnage est présent à quel moment, et je m'attendais beaucoup plus à un truc beaucoup plus mystique en fait. Là c'est hyper, comme tu dis, c'est hyper Senseiya, c'est t'as l'impression que le premier touriste peut y aller quoi en fait, ouais déjà c'est hyper accessible. Hyper bizarre, il n'y a pas du tout de majesté dans le lieu. Et en plus, moi, j'étais très étonnée qu'ils y arrivent aussi vite. J'étais en mode, mais attendez, ils y sont déjà. Parce qu'à la base, en voyant le lieu, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est juste 3 pauvres pierres qui se battent en duel avec une pierre encore plus minuscule au milieu. Avec juste 2-3 petites inscriptions, on fait un peu genre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde en fait, enfin, je comprends pas comment tu peux enchaîner. Je comprends pas comment tu peux enchaîner le soin des décors de l'épisode avec Ahsoka à ce truc là qui est vraiment alors j'ai rien contre ouais, un peu fauché. D'habitude je m'en fiche un peu quand c'est fauché parce qu'au moins il y a une intention derrière quand même d'un peu embellir la simplicité, tu vois, mais là c'est vraiment aucun effort, c'est genre balai qu'on vous met les pierres, il va s'installer dessus. On va poser la marionnette dessus. Et effectivement, c'est toi, JB, qui disais que 4 fois durant l'épisode, le Mandalorian va voir Grogu. C'est la même chose, en fait. J'ai eu l'impression que c'était un montage qui avait foiré ou quoi, parce qu'il y va 4 fois pour dire la même chose à chaque fois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il comprend pas dans le fait qu'il ne peut pas accéder à Grogu ? J'ai trouvé ça hyper bizarre. Je me suis dit, mais en plus, au lieu de l'engueuler parce qu'il peut pas accéder à lui, va le défendre, en fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un artifice pour créer un peu un stress qui ne servait à rien, parce que tu comprends d'emblée dès la première fois que Grogu il va pas arrêter d'utiliser la force comme ça au bout de 30 secondes. C'est pas possible, ça. La force dépasse le lien entre le Mandalorien et Grogu en fait. C'est une barrière qui se crée. Ouais, et en plus, j'ai surtout eu l'impression que c'était une excuse pour retenir le Mandalorian loin des combats et qu'on puisse voir Fennec et Boba Fett en action sans qu'il y ait besoin aussi de mettre en scène Din. Et du coup, ouais, t'as raison, ça donne un effet très étrange, surtout que les genre 3-4 tentatives sont filmées exactement de la même manière. Donc t'as vraiment l'impression, comme tu dis, que c'est un bug de la table de montage, quoi. Ça se trouve, c'était comme dans la saison 1, ce jour-là, il n'y avait pas Pedro Pascal sur le tournage, il y avait juste son cascadeur, et donc du coup, il fallait faire plusieurs fois la même scène parce que le mec était pas bon, et au final, ils se sont retrouvés avec 4 rushs, et c'était 4 fois les mêmes, donc ils ont mis. En fait, c'est le Jingai qui était de retour sur cet épisode-là, il était dans trop de scènes cette fois, donc ils ont dû tout remonter. Mais il n'existe plus, le Jingai. Il n'existe plus, je suis deg. Voilà, il a été censuré par Disney. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? supprimé numériquement. Ils l'ont enlevé. Oh, les salauds. Comme le gobelet dans Game of Thrones. Et le gobelet dans Game of Thrones à tout jamais dans nos cœurs. Ah bah ouais. Puisque du coup, Phobos, tu parlais de Fennec, j'avais envie d'embrayer sur la partie des caméos. Il n'y en a pas tellement, parce que je crois qu'on a tous reconnu Boba Fett et Fennec, mais parlons quand même un petit peu du retour de Ming-Na Wen dans ce rôle absolument atroce, je pense qu'il faut le dire, de la saison 1. Enfin, en tout cas, moi, j'étais contente de revoir l'actrice, mais alors ce rôle, avec maintenant un estomac mécanique, mon Dieu, où sommes-nous ? Essayez de me le vendre. Ou pas, je sais pas. Ça doit être trop cool d'avoir un estomac mécanique. Ça évite les problèmes gastriques, j'ai envie de te dire, Répu. C'est bien. C'est une facette de cet épisode à laquelle je n'avais vraiment pas réfléchi. C'est pour ça que tu es là, Océane. Merci. Mais à part les ennuis gastriques, qu'est-ce qu'on peut dire de Fennec ? Elle était dans le pire épisode de la saison 1. Elle est dans le pire épisode de la saison 2. Voilà. C'est dommage, parce que moi, j'aime bien l'actrice. Alors, j'avais pas regardé Agent of S.H.I.E.L.D., donc je pourrais pas vous dire ce que je pensais d'elle sur Agent of S.H.I.E.L.D., mais pour moi, elle jouait dans Urgence et elle jouait dans le film Street Fighter, donc de mon enfance, je me souviens d'elle, tu vois, j'ai des bons souvenirs, et de la voir faire ça maintenant, je suis un peu triste. Oui, c'est la doubleuse de Mulan dans le Mulan animé. En tout cas en VO. Ouais. Ah ouais, mais je connais pas la tête des doubleurs, tu vois. J'ai appris aujourd'hui que c'était Jonathan Cohen qui doublait Oscar Isaac, donc tu sais, maintenant...
On l'a appris aussi juste avant cet épisode et on salue Petit Pierre qui nous écoute sans doute et qui nous a appris cette information vitale qui a personnellement refait ma journée. Est-ce qu'on peut revenir sur Fennec, s'il vous plaît, ou pas? Parce que je sais pas, j'ai trouvé sa relation avec Boba Fett super bizarre. J'ai trouvé de toute manière ce développement d'un Boba Fett un peu... alors je peux comprendre que être digéré pendant 1000 ans, même si c'est pas 1000 ans, mais par le sarlac, puisqu'on parlait d'ennui gastrique, te fait réfléchir. Mais ce côté un peu papa Fett, tu vois, en mode tu sais quoi, Dean, moi je suis voilà, j'ai une dette envers toi, tu vois. Et j'ai trouvé Fennec dans le désert et tu vois, d'un mec laissé pour mort dans le désert à l'autre, tout de suite ça a créé une sympathie. Et attends, mais t'étais pas le pire chasseur de primes de la galaxie engagé par des nazis de l'espace? Enfin frère, qu'est-ce que tu veux nous faire croire quoi là, que t'es repenti? Il a changé. Il a changé. Voilà. Tu penses qu'il a changé? C'est un philanthrope maintenant. Ouais, tu vois, il est sympa. Comme il dit, il récupère son armure, mais non, il reste là. J'ai trouvé que Temuera Morrison, il est plutôt correct dans le rôle. Tu vois, tu sens que ça lui fait plaisir de refaire du Star Wars plutôt que de faire le père d'Aquaman dans un film tout pété. Mais ouais, il est un peu. Tu sens qu'il a vieilli, il a le visage un peu abîmé et tout. Mais ouais, la relation avec Fennec, elle marche pas trop. Tu comprends pas trop pourquoi elle s'est mise à ses ordres. Et surtout, elle a clairement l'air de dire je travaille pour lui maintenant. C'est vraiment, je lui dois la vie et c'est mon super patron. Parce que Jon Favreau ne sait pas écrire de personnages féminins, peut-être, au hasard. Oh, oui, sûrement. Personne ne défendra le contraire, je crois. Ouais. Non. Ouais, je suis un peu déçu de. J'aimais bien le fait que dans le premier épisode, il t'avait montré que Boba Fett était vivant, mais il t'en avait pas donné plus. Et j'aurais préféré rester sur ça, tu vois. Qu'il redevienne aussi important et de reconnecter, comme vous aviez déjà dit plusieurs fois, à tout ce qui existe déjà dans Star Wars. Bah, encore une fois, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais surtout qu'en fait, c'est fait avec, pour le coup, beaucoup de graisse et on peut pas vraiment dire qu'on reste sur notre faim. Mais ça manque quand même cruellement de subtilité ou même d'un minimum de twist. C'est peut-être pour ça que pour moi, ça n'accroche pas. C'est-à-dire que c'est tellement évident. C'est-à-dire que pour moi... Même si tu apprécies à fond cet épisode, tu peux pas te dire que c'est autre chose que le meilleur fan film Boba Fett que tu as jamais vu de ta life, tu vois. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si tu l'avais fait avec les moyens de cet épisode de The Mandalorian et tu vois, toute l'énergie et tout l'amour que tu peux avoir pour un personnage comme Boba, bah, ça aurait donné ça pour moi et pas différemment. Et je suis presque d'ailleurs étonné que ça soit Filoni qui, à mon sens, pas Filoni, pardon, mais Favreau, qui soit à mon sens pas nostalgique en fait, tu vois, de ce personnage, parce que je sais pas quel âge il avait à l'époque où la trilogie originale est sortie, mais je doute qu'il ait vécu ce côté univers étendu il faut réhabiliter Boba Fett, etc. Pour moi, je pense que Favreau il trouve juste que c'est un design un peu cool, tu vois, et donc je m'attendais vraiment à ce que ça soit justement Filoni qui s'occupe de cette réhabilitation, si j'ose dire, et qui continue de faire du Filoni, c'est-à-dire être un peu troll, un peu Lucas dans l'esprit, c'est-à-dire tu penses que je vais te remettre Boba Fett tel quel avec l'armure, mais non, en fait, tu vois, il va être ermite dans le désert, il va peut-être pas l'enfiler tout de suite, et on va te faire monter la sauce et tout. Et c'est pour ça que je suis super surpris que, après tout ce qu'il a fait dans Clone Wars, où Boba Fett devait finir par apparaître avec son armure, il voulait même expliquer pourquoi il a un impact sur le casque, donc le mec allait quand même super loin déjà, mais il faisait vraiment, tu vois... il gérait la frustration, je pense, des spectateurs. À l'époque, quand ils ont annoncé qu'il y aurait un jeune Boba Fett dans Clone Wars, les gens se sont mis à remater Clone Wars à une époque où ils n'en avaient plus rien à faire. Et il te montrait qu'il n'avait pas le costume, qu'il n'avait pas le crew auquel tu pouvais t'attendre, qu'il avait appris de chasseurs de primes qui étaient de seconde zone. Et du coup, je suis vraiment surpris que là, finalement, on dit il y a presque un côté un peu mea culpa. Ouais, et puis c'est bien un Mandalorien, les gars. Hein, genre, je vous le dis. Hein. Je sais pas, j'étais un peu déçu de ce côté. Allez, on vous donne ce que vous voulez jusqu'au bout, et sans même essayer de revisiter un petit peu l'assiette, tu vois, quitte à avoir un truc un peu copieux, un peu gras. Je suis pas contre, mais peut-être, tu vois, tu me le mets dans un emballage un peu sympa, avec une nouvelle sauce. Non, ça vous parle, ces métaphores culinaires? On est vraiment dans l'épisode Rodriguez de Manda Lockdown. Donc, je ne sais pas si ça vous évoque la même chose. Si vous aviez envie peut-être de ce genre de contenu, mais différemment, ou si au final, il fallait vraiment pas parasiter l'histoire de Dean. En fait, je trouve que
Une nouvelle fois, effectivement, Dean se trouve dépossédé de sa série et de son histoire. Et autant j'avais trouvé que donc, l'épisode 3, avec l'apparition de Bo-Katan, ça fonctionnait encore parce que Dean avait pas mal de place, j'ai trouvé, dans l'arc de cet épisode-là. Mais franchement, là, entre l'épisode Ahsoka et celui-ci... Dean, c'est le personnage secondaire de sa propre histoire pour faire la place à des persos qu'on fait revenir, et comme tu le dis, République, qu'on fait revenir sous l'angle que certains fanboys veulent avoir. Et je trouve que ça manque de surprise, que ça manque de prise de risque, et que au final, c'est pas très intéressant, quoi. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est l'histoire de Dean. Genre, Boba Fett, j'en ai rien à caler, quoi. Ok, c'est stylé quand il déboîte des troopers, mais je sais pas, faites-nous un spin-off de 5 minutes à balancer sur YouTube là-dessus si vous avez envie, mais laissez Dean faire son histoire. Et je pense que là, avec cet épisode-là, la série, elle montre sa limite. Dans le sens où Favreau, c'est pas un mec qui vient de la série. Les seuls trucs qu'il a écrits auparavant, c'est des comédies pour le cinéma qui sont pas non plus incroyables. Et que là, je pense que ouais, on voit les limites de ses compétences pures dans écrire une série qui tient la route. Et je trouve que c'est vraiment très très dommage parce que je pense que des gens qui savent bien écrire des séries et qui ont envie de bosser pour Lucasfilm, à mon avis, il faut pas chercher bien longtemps avant d'en trouver. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu... Un peu colère, on te je sent suis un un peu peu... Non mais ouais, ça m'énerve. T'es un peu en colère. Il y a tellement de trucs intéressants à raconter que c'est frustrant en fait. Ouais. C'est vraiment frustrant. Ouais, c'est marrant parce que j'en discutais avec Corentin. Et en fait, il me disait quasiment chaque épisode de cette saison peut ouvrir la porte à un spin-off du personnage qui est mis en avant dans cet épisode parce qu'à aucun moment ce n'est Mandalorian. Je repense au premier épisode, c'est vraiment Cobb Vanth qui a ravi le cœur d'absolument tout le monde. Et honnêtement, si ce n'est peut-être... oui, donc dans l'épisode 2, t'avais la maman grenouille. Dans l'épisode 3, t'avais Bo-Katan. Dans l'épisode 4, t'avais le retour de Cara Dune et son BFF. Dans l'épisode 5, t'as Ahsoka. Là, t'as Boba Fett. Je serais incapable de te dire à quel moment dans la série un personnage se concentre à 100% sur Dean, en fait. Et c'est quand même paradoxal. Et je lisais un excellent article de The Marisou qui expliquait que la rédactrice expliquait qu'elle avait le même souci. Et j'ai lu pas plus tard qu'hier. Et je me suis totalement retrouvée dans son ressenti. C'est que c'est très bien de vouloir un peu étoffer le catalogue des personnages, d'offrir un peu plus de diversité, parce que c'est vrai que tu as quand même pas mal de personnages qui sont quand même des femmes. On a Ahsoka, on a Bo-Katan et tout ça. Et c'est super cool d'enfin avoir un background un peu diversifié. Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir. Mais le truc, c'est que moi, j'ai envie de suivre des spin-offs avec littéralement tous les personnages présentés. Mais je veux juste qu'on laisse Mando tranquille, en fait. Je veux juste continuer à le voir vivre sa petite vie, soit avec Grogu ou soit pas avec Grogu, hein. Mais il y a vraiment effectivement ce sentiment qu'on perd le contact avec lui, humainement. Et ça devient vraiment limite une armure vide qui roule un peu du cul. Et alors ça, on a remarqué ça avec Corentin et depuis, on est obsédé par la démarche de Pedro Pascal. C'est horrible. Mais on veut revoir Mando au premier plan. Donc, est-ce que les prochains épisodes où il n'y aura pas Grogu, est-ce qu'il va encore aller chercher d'autres personnages secondaires pour aller sauver son gosse? Ou est-ce qu'il va y aller en solo? Mais j'aimerais vraiment voir un épisode de cette saison où on parle de lui, en fait. Et où il n'est pas au second plan, quoi, où il n'y a pas de guest star de luxe. Et je trouve que ça se ressent très bien, cette impression, quand tu vois que chaque personnage de cette saison a eu son caractère poster. Chaque guest a eu son caractère poster. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur venez, on vous propose tel personnage, mais que Mando reste en retrait. Je trouve que c'est très problématique. C'est très bizarre, mais j'ai un peu l'impression que c'est une forme d'obsolescence programmée, à défaut de trouver un autre terme, qu'on a depuis le début de The Mandalorian, c'est-à-dire que à la base ça part quand même d'un truc qui est soit pur, soit naïf, selon là où on se place, dans une saison 1 qui raconte pas grand-chose, mais qui a effectivement un espèce d'accident heureux dans le côté relation entre ce personnage sans nom et ce Baby Yoda sans origine et sans nom aussi. Il y a une espèce de coup de cœur, et je pense que tout qui a été partagé par le monde entier.
Et on le répète tout le temps, mais quand on a été en Floride en début d'année avec Phobos, on a vu des gens porter des t-shirts Baby Yoda et Mandalorian et This is the way et tout ce que vous voulez, mais partout. J'avais jamais vu ça, même à l'époque où Star Wars 7 a été relancé, quoi. C'est complètement dingue de voir à quel point ça faisait l'unanimité, mais je pense que quelque part, Lucasfilm, ils se sont peut-être retrouvés un peu pris au dépourvu par la popularité de cette série qui n'est finalement qu'un vecteur pour... deux personnages très cool, mais au final dont l'histoire et la trajectoire est pas tellement écrite parce que on a un mec qui vient de l'animation et un mec qui vient du cinéma qui sont censés les diriger. Et maintenant, et c'était annoncé dès le début d'année par Bob Iger, président de Disney alors, entre les lignes, il disait voilà, dans la saison 2, on va essayer de voir combien de personnages secondaires on peut développer et comment on peut étendre l'univers autour de ce Mandalorien. Donc littéralement, le gars était en train de nous dire vous allez avoir tous ces persos et les rumeurs derrière, moi j'y ai cru très vite et à 100% parce que je me disais si le président de Disney dit que c'est ça qu'ils veulent faire, savoir que potentiellement il y a Boba Fett, Ahsoka Tano et Bo-Katan, ça paraît quand même relativement logique puisque ça paraît être des personnages que Filoni peut faire revenir facilement et qui l'intéressent. Maintenant, du coup, la question c'est de savoir est-ce que Din et Grogu, il y a un truc intéressant à raconter avec eux au début en fait. Parce que moi maintenant je finis par croire que cette naïveté c'était pas une idée de faire un truc anti Game of Thrones ou anti Breaking Bad, de casser la démarche des plateformes de streaming. C'était un accident en fait. Et du coup il n'y avait pas tellement d'histoire à raconter derrière si ce n'est faire un truc cool et proposer à Disney Plus une série au lancement quoi. Et je suis frustré qu'ils n'aient pas réussi à transformer l'essai ou en tout cas qu'ils le transforment d'une manière très bizarre. C'est pas qu'ils font ce que je n'avais pas envie de voir, mais j'ai l'impression qu'ils font un truc qui est encore différent de ce qu'on pouvait attendre après la saison 1. C'est-à-dire que la saison 1, moi je voulais un truc hyper feuilletonnant, la première série live action de Star Wars, je voulais que ça pète, qu'il y ait des intrigues, que ça soit un peu grim, parce que c'était le monde des chasseurs de primes. C'était pas du tout ça. La saison 2, je me suis dit, ouais, mais bon, maintenant je me suis attaché à ces persos, donc je vais en apprendre plus sur eux. C'est pas du tout ça. Du coup, je me dis quand est-ce que la série va être vraiment ce qu'elle est potentiellement censée être ou appelée à être. Je ne sais pas en fait. Je me dis ça se trouve ça continuera d'être un vecteur pour d'autres trucs dans Star Wars et c'est peut-être ça son positionnement quoi, expliquer les autres œuvres, introduire d'autres persos. Alors ça paraît super triste mais d'un point de vue industriel ça a du sens parce que Disney encore aujourd'hui a du mal à proposer un Star Wars qui n'est pas rattaché à un morceau de Star Wars qui existe déjà avant et donc ça paraît évident qu'ils connectent comme ça les différents maillons l'un à l'autre. Je sais pas si tu as le même ressenti JB. Si, et puis cette manière de connecter tout à ce qui existe déjà, ça, moi ça me fatigue. Donc là ça y est, en tout cas entre l'épisode de la semaine dernière sur lequel j'avais quelques réserves et l'épisode de cette semaine, moi ça y est, Mandalorian ça me fatigue, tu vois, je vais regarder la fin de la saison, mais si c'est appelé à être ça aussi sur la saison 3, peut-être que je ferai même l'impasse, tu vois, parce que là c'est un épisode qui donne raison aux gens qui depuis le début te disent que en fait c'est Hercule ou Xena la guerrière mais dans l'univers de Star Wars quoi. Ouais. Je trouve que ça a perdu peut-être que c'était un accident, ouais, le charme qu'on avait au début, et là ça y est, le charme il est rompu, on est sur quelque chose qui moi me plaît de moins en moins. Eh ben, écoutez, on est curieux d'avoir vos avis. Donc, lorsque vous partagerez ce podcast, que vous l'aurez écouté en entier, vous pouvez bien sûr nous taguer sur les réseaux sociaux pour en discuter un petit peu avec nous, parce que j'entends de tout et on veut vexer personne. C'est-à-dire que si vous kiffez Boba Fett et qu'enfin vous voyez le Boba Fett que vous avez toujours voulu voir, et ben tant mieux. Est-ce que vous avez envie de voir autre chose et si oui quoi, et ben ça aussi ça nous intéresse. Bref, tout le monde a le droit de citer à bord de l'Outrider tant qu'on reste dans le respect et l'amour. Puisqu'on parle de respect et d'amour, mais en fait la transition est nulle, donc faisons sans transition. Ça vous dit, on parle des easter eggs et des refs, puisqu'il y a un petit peu de l'amour du lore de l'univers Star Wars, j'ai envie de dire. Du coup, on a parlé des papillons bleus. Donc il faut qu'on continue de parler des papillons bleus, qui à la base sont tirés d'un truc très pointu, puisqu'il s'agit de la chaîne YouTube Star Wars Kids, dans laquelle on peut regarder une série qui s'appelle Rollout, un peu comme Transformers, mais attention, mauvaise franchise. Donc revenons sur Star Wars. Rollout, c'est des espèces de petits personnages cartoon, comme des, comment on appelle ça, des Monsieur Culbuto, donc ils sont sur des petits trous. Et en fait, on voyait dans cette série animée un petit Ben Solo
qui à bord du Faucon Millennium et voilà, vivait des aventures, etc. avec son papa Han Solo avant qu'il passe du côté obscur. Et un jour, il a sauvé des petits papillons bleus. Et depuis, le fandom, et notamment toute la partie Reylo du fandom, donc les gens qui appelaient de leur vœu une relation amoureuse entre Rey et Kylo Ren, se sont servis des papillons bleus comme symbole. Est-ce que je résume bien la chose, Phobos et Océane, qui, ma foi, vous m'avez l'air très calé, donc je me tourne vers vous, mais peut-être que je dis bien un avis très pointu sur les papillons bleus. Oui, c'est ça, ouais. D'ailleurs, si vous croisez des gens sur Twitter, par exemple, qui ont des papillons bleus dans leur pseudo, en général, c'est une référence au fait que ce sont des Team Reylo. Il faut savoir que le symbole du papillon revient à plusieurs reprises dans Star Wars. Il y a notamment une case de comics où on peut voir Dark Vador au milieu d'un champ avec des papillons. Et il y a des papillons dans l'univers Star Wars, notamment sur Endor. Ils sont bleus, d'ailleurs. Ils sont aussi bleus. Voilà. Mais le papillon est un symbole qu'on retrouve dans moult cultures, même sur notre petite planète Terre, qui est souvent relié au monde des âmes, voilà, un côté très mystique, au monde des esprits. Et donc, c'est pas vraiment étonnant qu'on les retrouve dans un temple Jedi qui est relié au reste de l'univers, a priori. Ouais, complètement, et c'est assez marrant de voir la différence avec l'épisode précédent, le contraste où on avait un Filoni qui était vachement dans son côté Miyazaki japonisant habituel, où on voyait des chouettes qui sont généralement le symbole que lui choisit pour représenter la force, et là d'un coup on repasse sur les papillons, comme quoi voilà, on peut convoquer plusieurs symboles pour un peu amener les mêmes thèmes. C'est toujours un petit peu sympa, et je pense que ça habillait aussi le décor de Typhon, qui du coup est une planète qui existait déjà, on l'a dit la semaine dernière, dans l'univers étendu et dans l'univers canonique. Et du coup, elle ressemblait pas exactement à ça. Hein. C'était pas une colline sur Los Angeles, mais plutôt une sorte de planète très un peu plus proche d'Alderaan, peut-être, avec des espèces de grandes montagnes, un côté un peu plus zen et mystique. Donc là, c'est un peu la version ou la partie un peu low budget de la planète. Voilà, selon là où on se pose, ça ressemble pas forcément à la même chose. Vous pouvez aller googliser à quoi ça ressemblait, par exemple dans les jeux vidéo. Mais il y avait un côté vachement plus majestueux et un relief beaucoup plus prononcé, forcément. Côté mécanique, on a retrouvé un vaisseau très connu qui est le Slave One, qui est l'un des vaisseaux les plus emblématiques de la saga, que beaucoup de gens comparent à un fer à repasser. Voilà, je sais pas pourquoi, mais... Et qui du coup a la capacité, vous l'avez vu dans l'attaque des clones, en fait de se renverser sur lui-même. Donc il se pose comme ça sur son côté très fer à repasser et il s'incline en cours de décollage. Et j'ai d'ailleurs remarqué, puisqu'on ne le voit pas exactement dans l'épisode, même s'il y a des plans cockpit qui sont tout droit tirés de la trilogie originale Nostalgie quand tu nous tiens, que au générique où on voit des morceaux de concept art, et ben Boba Fett derrière lui, on voit l'arrière du Slave One, alors que normalement on le voit pas. Et du coup je me suis dit putain, ça aurait été extrêmement stylé de nous montrer comment ça marche et de faire un plan comme ils en ont fait un dans Solo, parce qu'ils l'avaient jamais fait avant dans la trilogie originale, d'un personnage qui monte dans le Faucon Millennium depuis le spatioport ou en gros là où le Faucon est garé jusqu'au cockpit, parce qu'on n'avait jamais eu vraiment l'itinérance, si j'ose dire, l'itinéraire, et j'avais envie de voir la même chose avec Boba Fett, parce que ça doit être bizarre de monter dans un vaisseau qui est incliné comme ça et ensuite de pouvoir bouger. Parce que cette cabine bouge sur elle-même. C'est quand même une sorte de gros manège. C'est quand même très Disney dans l'esprit, ça. C'est une attraction à part entière, ce Slave One. Je veux voir ça. Mais on le voyait pas un peu dans l'épisode 2 ? Dans l'épisode 2, on voit justement le jeune Boba qui est incliné lorsqu'il est au sol, tu vois. Mais on voit pas exactement comment ça fonctionne, tu vois. Genre comment il arrive dans son siège. Et tout. À quoi ça ressemble à l'intérieur, c'est plutôt sombre. On voit pas tellement. Alors que là, dans le concept art, tu verras, si tu remates le générique, qu'il y a des espèces de cercles en métal jaune et tout. Enfin, c'est quand même assez joli. Et j'aurais bien aimé voir aussi le Slave One vieillir, parce que quelque part l'armure elle a plus trop de gueule, hein, je pense qu'on peut le dire, donc peut-être que le Slave One aurait pu être repeint ou rechangé un petit peu. En tout cas il va avoir un changement de vaisseau, on n'en a pas parlé, mais du côté de Mandalorian aussi. Que pensez-vous de la mort du Razor Crest? C'est peut-être ça finalement la tragédie de l'épisode, parce qu'on s'en fout de Grogu. Alors, je sais pas si on s'en fout de Grogu, mais j'étais triste de voir que le Razor Crest a disparu. Hein, vraiment, là, il est annihilé. Il n'y a plus aucune chance de le réparer, malgré toutes les bonnes volontés des marins pêcheurs du coin. Donc ouais, non, c'est un peu triste, parce qu'effectivement, c'était sa seule maison au Mandalorian. Et là, non seulement on lui a volé son fils, mais on a détruit sa maison.
Genre, il va se mettre en mode John Wick là et on va plus rien comprendre. En fait, ça m'a beaucoup choqué que le vaisseau soit cassé, enfin qu'il soit détruit en fait, tout simplement. Et à la fois, j'étais presque contente qu'ils le détruisent parce que justement, je trouvais qu'on s'enfonçait un peu trop dans un truc un peu trop confortable avec ce vaisseau et c'est peut-être un petit peu un wake-up call aussi qui va montrer que Mandalorian finalement reprend un peu de risque dans sa vie vu qu'il est dépouillé de tout. Donc au final, ça peut peut-être servir le personnage et le remettre un petit peu en avant. Et c'est vrai que quand j'ai vu le titre de l'épisode de Tragédie, je me suis dit mais ils vont faire mourir personne. Enfin, c'est Mandalorian. Si ce n'est le robot de la saison 1 doublé par Taika Waititi, ils ont fait mourir personne. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire buter? En fait, je me suis dit à un moment donné, mais pendant l'épisode, je me suis dit, tu vois, ça serait marrant que son vaisseau explose. Et en fait, j'aurais voulu ne jamais avoir cette pensée puisque le vaisseau explose. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une des rares audaces de l'épisode, c'est vraiment de mettre son héros à nu, littéralement. Même si je trouve que c'est quand même assez pratique niveau scénario que Boba Fett soit allé récupérer son armure avant l'explosion. Eh oui. C'est un point de facilité. Ça m'a pas dérangé outre mesure, mais c'est juste que les choses sont bien faites parfois. On va dire ça. Tout à fait, dans cette galaxie, les choses sont bien faites. On peut d'ailleurs prendre les paris sur ce qui va se passer ensuite pour le vaisseau de Din Djarin, parce que vous vous souvenez quand je disais que ça serait stylé qu'à un moment Grogu quitte la série ou en tout cas quitte les bras de Din Djarin parce que quelqu'un d'autre doit l'entraîner par exemple, est-ce qu'il aurait pu partir avec Ahsoka? Et ben moi je suis persuadé que vu comment c'est parti dans The Mandalorian, il ne va pas récupérer un autre vaisseau mais le Razor Crest, qu'on va lui dire tu sais quoi, on l'a reconstruit à l'identique car on a trouvé des plans dans telle planète et on l'a refait, c'est ton cadeau de fin de saison, allez vas-y reprends-le, il a juste une autre couleur pour qu'on continue d'en vendre, mais il a quand même le même look parce qu'il faudrait pas qu'il ait un autre vaisseau quoi. Mais alors en plus moi ce qui m'a énervé c'est que tous les 2 épisodes, pendant tout Mandalorian, son vaisseau tombe en panne. Tous les 2 épisodes, il doit se poser sur une planète pour le réparer. L'épisode 4, par exemple, c'était son putain de vaisseau qui était cassé. Et 2 épisodes plus tard, on te le casse définitivement, on te le détruit. Et je me suis dit, mais... Enfin, en gros, en fait, à chaque fois, vous le détruisiez un petit peu, mais là, maintenant, c'est mort. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est répétitif, quoi. Qu'à chaque fois, il y a un truc avec son vaisseau qui le bloque. Et en fait, je trouve que c'est hyper facile au bout d'un moment de chaque fois prétexter j'ai plus de vaisseau ou alors il est cassé ou quoi. T'as l'impression que c'est je sais pas, mais il y a vraiment un truc qui me dérange parce que je trouve ça trop répétitif quoi. À chaque fois, c'est toute une histoire de vaisseau et au bout d'un moment, enfin, je retrouvais autre chose quoi. Est-ce que vous avez vu la vidéo Every Mandalorian épisode qui fait le buzz en ce moment? Oui. Je pense qu'on pourrait limite l'insérer au sein de ce podcast à ce moment-là parce que ça correspond tout à fait à cette logique de vaisseau et qui est le foreshadowing selon l'ami Jon Favreau. Et moi, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait tellement de références au vaisseau que je me suis dit, ils vont le faire péter, mais j'ai l'impression il y a une sorte de dies irae sur le vaisseau, tu vois, en mode genre il va mourir. Oui, mais c'est le vaisseau, je m'en fous en fait. Enfin, fondamentalement, il y en a d'autres. Hein. Dans Star Wars, les vaisseaux, c'est comme les voitures. On mais en c'est rachète. sa maison. Oui, bon, d'accord, ok, il y a un chiotte et une couchette. Tu peux la retrouver, tu peux la reconstruire ta maison. Bon, c'est juste chiant pour les souvenirs, mais bon. Je trouve il y avait 2-3 mecs dans de la carbonite qui étaient encore en soute. Ils vont pas lui redonner un Razor Crest. Par contre, Boba Fett, il va mourir dans un des 2 prochains épisodes et à la fin de la saison, il partira avec le Slave One, tu vois. J'y ai pensé. Il a récupéré des bouts d'armure en Beskar. Il a récupéré une arme en Beskar. Faut qu'il récupère le vaisseau d'un Mandalorian, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il peut hériter de Boba Fett? Le vaisseau. Donc à la fin, il aura le Darksaber, la lance. Tu sais, c'est un truc, c'est les gemmes de pouvoir de Thanos, quoi. À la fin, il a le Slave One, le Darksaber, la lance, le jetpack, il est chaud, tu vois. Et ça devient le vrai rouleur of Mandalore. Ce qui, je pense, potentiellement est la toute fin de la série, si on veut donner un très gros horizon. Mais ok pour les pronostics sur le vaisseau. Voilà, rendez-vous dans quelques semaines ou même l'année prochaine pour en savoir un petit peu plus. Je ne porte pas spécialement le Razor Crest dans mon cœur. Je trouve que le design n'est pas très inspiré, même si j'aime bien un peu le côté canonnière et effectivement l'aspect maison. Mais voilà, par rapport au Ghost ou au Faucon Millennium, il n'y a vraiment pas photo. On a vu les Dark Troopers aussi. Alors bon, ça c'est plus univers étendu, qui ont un design, moi je m'attendais à ce design-là, c'est-à-dire très proche dans le visage en tout cas de ce qu'on avait dans l'ancien univers étendu, mais
la petite favroitude qui fait plaisir. Hein. Voilà, il y a quand même un gros côté Iron moi, Man. j'avais vu Iron Man 2, là, j'ai revu la même chose. Hein. Ouais, ok. Phobos, t'as eu la même impression Ah oui, je trouve que c'est un peu flemmard. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez des Dark Troopers? J'étais assez déçu parce que quand il y a eu le build-up, ils arrivent pas en jetpack mais avec leur réacteur. Je trouvais que leur design était pas mal parce que quand même assez inquiétant. On retrouve aussi, ça c'est des trucs moi en tant que nerd me font kiffer, mais cette espèce de vocabulaire visuel qui est développé par Disney. Donc voilà, on retrouve les articulations qu'on a par exemple sur des droïdes impériaux comme K2SO, cette espèce de gros boulons comme ça argentés. Donc moi j'aime bien ça, tu vois, ça j'aime bien. Donc je me dis tiens, ça va être la bagarre, et puis c'est Favreau, puis bon ok c'est fauché, mais c'est parce qu'il va avoir une super baston façon Tartakovsky dans Iron Man 2, tu vois, ça va se mettre sur la gueule en façon ILM. Et pas du tout, on a pris le petit Baby Yoda et on s'envole. Et du coup, j'étais un peu déçu de ne pas voir leur démarche, par exemple, parce que ils approchent super lentement de Grogu, et d'un coup, il y en a un qui l'attrape, et après, il s'envole, et j'étais en mode « Ah, ok ». Et voilà, j'imagine qu'on va les revoir. Qu'est-ce que vous attendez de ces Dark Troopers? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que le vocabulaire visuel est une chose qui vous parle? Suis-je seul dans ma nerderie? Tant de questions à vous poser en ce vendredi soir. Non, bah c'est des méchants robots hein, qui sont tout en noir avec les yeux rouges. Je trouve qu'en fait, on en a encore trop peu vu pour avoir une opinion vraiment définie dessus. J'attends d'en voir un peu plus sur la manière effectivement dont ils bougent, dont ils utilisent leurs armes, pour vraiment me faire un avis dessus. C'est-à-dire que j'aimerais bien voir un petit fight entre Mandalorian et eux, tu vois. Histoire d'apporter un petit peu de piment à la chose. Ils vont tirer sur son Beskar et ça va rebondir. Oui, voilà. Mais après, j'avoue que ça m'a étonné. En plus, je pense que Baby Yoda a passé beaucoup de temps dans les airs dans cet épisode, entre deux méditations sur cette petite pierre. Mais non, bah, disons que c'est des robots au service de l'Empire. Ça manque un peu de personnalité, mais peut-être avec un peu de chance, on en aura un peu plus. Mais le design était plutôt rigolo, plutôt chouette. Mais en général, tout ce qui est design de robots de Star Wars... je suis pas du tout objective, je les trouve tous trop cool, donc je suis pas à même de porter les meilleurs jugements dessus. JB. Globalement, j'ai bien aimé le design, mais après, pareil, je suis un petit peu frustré parce qu'on les a vus il y a 2 épisodes où on nous les a teasés un peu comme quelque chose d'assez menaçant, et puis au final, là, on les voit en action, mais pour faire quelque chose de pas terrible. Donc c'est un peu, je trouve ça un peu déceptif en fait. On te prépare à quelque chose que t'imagines assez puissant, assez important, et tu sens une bonne scène d'action qui va arriver, et au final ils font ça, surtout qu'en plus il y en a 4 qui sont envoyés, il y en aurait eu qu'un, ça aurait rien changé, il aurait pu faire la même chose, tu vois. Je suis un peu déçu de l'apparition de ces Dark Troopers, où j'attendais quelque chose d'un peu plus burné, tu vois, d'avoir des vrais robots de l'Empire qui savent mieux viser que les Stormtroopers, et tu vois, encore une fois, ils ont des robots qui ont l'air assez puissants dans le vaisseau. Pourquoi est-ce qu'ils envoient des Stormtroopers sur la première vague sur la planète et qu'ils n'envoient pas directement les robots pour avoir une vraie menace? Parce qu'il faut Boba Fett qui fracasse des gueules avec son bâton de Tusken. Et ça fait quand même un petit peu plaisir. Ça fait plaisir ou pas? Vous êtes plus Boba Fett avec l'armure ou vous êtes plus Boba Fett qui fracasse des gueules au tonfa? Je suis plus Boba Fett avec l'armure parce il est un peu bidonné dans son armure. Tu vois que sur Tatooine, il a bien mangé, tu vois, pour rester un peu dans les métaphores de l'épisode. On sent qu'elle est plus trop adaptée à sa taille, l'armure. Mais je trouve que bizarrement, ça lui donne un côté cool. C'est un peu le daron. C'est un peu daddy Fett en fait. C'est ça. Tout est daddy en fait. Hein, il y a beaucoup de daddy. Que... C'est vraiment c'est mon daddy Lauriane. C'est pas faux boss. Mais vous avez remarqué la capacité à Robert Rodriguez à iconiser ses personnages en leur indiquant de marcher sur une pierre. 2 fois dans l'épisode, il y a Din Djarin, il arrive et il marche sur une pierre et il fait « Fennec, je viens de te sauver !» Et après, il y a Boba Fett qui arrive avec son armure, il arrive sur une pierre et là, ils font « Waouh, mais en fait, attends, t'as même pas enlevé ta robe noire, comment ça se fait ?» Et il est là en mode « Frère, j'avais pas le temps, bouffe mes missiles et ferme ta gueule. » Ce qui est plus ou moins le synopsis de l'épisode. Mais c'était... Ouais, je sais pas, j'ai quand même eu une certaine sympathie pour ce Boba-là, en tout cas sur le design. Après, du coup, j'embraye sur le côté Boba / Jango Fett, puisque du coup, ça y est, c'est canonique. Les deux sont bien des Mandaloriens. Je vous renvoie à l'épisode 28 de Trider, où on revenait un peu sur la trajectoire parfois un peu complexe de ces deux personnages-là, mais même des Mandaloriens de manière générale. Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est une civilisation? Est-ce que c'est un peu des deux?
on sait toujours pas, mais ce qu'on sait, c'est que Jango Fett était un foundling. Donc c'est un terme qui est apparu avec la première saison de The Mandalorian, dans laquelle on nous expliquait que ce petit Din avait été recueilli par les Mandaloriens et donc fait un des leurs en choisissant de suivre le credo. Et là, bizarrement, Boba Fett n'a jamais parlé de credo avant, hein, mais son papa, du coup, était lui-même un enfant qui a été élevé par les Mandaloriens, ce qui, du coup, fait de lui un Mandalorien, et ce qui fait de son fils, même si c'est un clone de lui-même, un Mandalorien également. Même peut-être encore plus un Mandalorien, puisque c'est un clone, il y a même rien qui se perd, au final, c'est juste lui-même, en fait. C'est très bizarre. Surtout qu'il a l'air de mieux respecter le credo en gardant son casque, Boba. Alors que Jango, quand il est sur Kamino, il l'enlève quand il veut. C'est vrai. Mais, tel père, tel fils, petite roulette avec le revolver avant de le ranger dans le holster. Et ça, c'est aussi plutôt sympathique. Il a quand même son arbre généalogique dans sa poche. Mais je me demande si c'est pas une référence. Alors attention, là, je m'avance un petit peu. J'ai toujours défini les Mandaloriens comme un mélange de samouraï et de viking. Et il se trouve que dans les 7 samouraïs, il y a tout un mec qui se prétend être un samouraï et qui se balade avec un arbre généalogique et en fait c'est pas le sien. Et du coup il ne peut pas prétendre être un samouraï, mais il fait croire qu'il l'est, si je me souviens bien. Donc ça se trouve, c'est un truc, une référence, tu vois, au côté un peu japonisant, encore une fois, de cette culture mandalorienne. Mais voilà, ça sera le petit supplément d'âme de ce podcast. Voilà, vous avez le droit de m'insulter sur Twitter ou de me dire que je suis un génie en fonction de votre avis. Et on va terminer par 2 choses. Déjà, une petite référence à Dune plutôt discrète, puisque Boba Fett dit que ce n'est pas un rêve d'épices, un spice dream. Rappelez-vous, en fait, Han Solo, à l'origine, il est contrebandier, il fait de la contrebande d'épices, ce qui était une référence à peine déguisée à Dune dans le premier Boba Fett. Dans le premier Boba Fett, yes. Dans le premier Star Wars. Je suis complètement matrixé. Et donc voilà, on nous reparle d'épices et même de Spice Dream. Donc dans Dune, c'est effectivement une substance plus ou moins illicite qu'on peut mélanger avec le café et qui parfois provoque des rêves bizarres. Donc on continue un petit peu dans la nerderie et on revient aux origines de Star Wars telles que pensées par Lucas. Ce que moi je trouve toujours sympa. Et il faut qu'on termine sur un moment extrêmement solennel qui est le retour programmé du personnage de Migs Mayfeld, ancien Imperial... Salut, c'est fini pour l'épisode de cette semaine, à bientôt. Ancien tireur d'élite du corps des Stormtroopers, incarné par Bill Burr, connu pour son podcast dont j'ai perdu le nom, Monday Morning Podcast je crois, dans lequel il se fout régulièrement de la gueule de Star Wars. Et un jour Jon Favreau, qui le connaît, lui a dit mais tu viendrais pas faire un truc, allez tiens c'est ton cadeau d'anniversaire. Et en fait ce qui est devenu une blague visiblement devient un rôle récurrent de ce Mandalorian. Alors c'est marrant, hein, mais je me disais, avec tout ce que la saison 2 a à faire, je ne m'attendais pas à revoir des personnages aussi secondaires sur le devant de la scène. Et notamment, aussi claqués surtout. Aussi claqués, parce que bon, entre le design du col roulé avec l'espèce de petit pistolet sur un bras mécanique, après je sais pas, peut-être qu'ils vont nous offrir un costume saison 2 complètement génial, mais j'ai un petit peu de mal à y croire. Le mec, il va sortir de prison, il va pas ressembler à grand chose à mon avis. Hein. Ouais, on sait qu'il est du coup en train de purger sa peine. Voilà, est-ce que ça vous a fait plaisir de entendre parler de Migs, Phobos et Océane, parce que JB et moi-même avons déjà déversé notre haine, donc à votre tour. Non, pas vraiment. Non. Ok, je vois que c'est un personnage qui inspire beaucoup de confiance et de fanboyisme ou de fangirlisme. Non, je m'en fiche. Ok, super. Eh ben, on termine sur... À plus pour de prochains avis constructifs. Il y a un truc, c'est que s'il le ramène, je pense, tu l'as évoqué tout à l'heure, ça va être pour faire une référence aux 7 samouraïs et ils vont se retrouver avec 7 personnages à aller chercher Grogu. Bah, j'ai vraiment cru que la fin de l'épisode ce serait ça, hein. C'est que vraiment il va chercher 7 personnages, enfin au 6 du coup, vu que Dean en est un aussi. J'ai vraiment cru que ça allait faire Cara Dune et qu'il va chercher ceci, qu'il va chercher cela. J'ai cru que ça allait se terminer comme ça, en mode film de braquage, genre... Ah mais t'inquiète, c'est la fin de la saison, là c'est Ocean's 11, hein. Ouais. C'est sûr. Din 7. Alors du coup on aurait Din Djarin, on aurait Migs, on aurait Ahsoka Tano, Bo-Katan,
donc ça fait 4. On aurait Cobb Vanth, ça ferait 5. Et on aurait Griff Karga, 6. Et Fennec, 7. Et Ou Boba Fett. Allez, on peut même enlever... Non, mais T'oublies il est Boba bon, on va les Fett, trouver. t'oublies Je pensais à Cara Cara Dune. Dune, ouais. Je pense que, tu vois, Ahsoka et Cobb Vanth, on va peut-être pas les revoir, tu vois. À mon grand désarroi. Bah faites-nous votre liste des 7 mercenaires nuls de Mando qu'on ne verra pas la semaine prochaine. En fait, je pense qu'on n'aura pas Cobb et Cara Dune parce qu'ils représentent un petit peu l'autorité. Genre, Cobb, c'est un peu un shérif et Cara Dune aussi, elle a un rôle maintenant un peu plus dans la surveillance. C'est un peu genre la chef de son secteur. Et comme elle-même disait, bah, vu mes fonctions de maintenant, elles peuvent pas aller à l'encontre de tout ça. Je pense que ça va juste être l'option vraiment mercenaire ou un peu paria et pas tant des figures d'autorité comme Cobb ou Cara Dune. Il y aura Maman Grenouille avec Tétard numéro 3. Putain, Oui. j'allais faire la blague Maman Grenouille avec une Gatling. Tu me l'as piqué, je suis déçu. Mais voilà... Mais ça, tu vois, j'ai envie de le voir. J'ai plus envie de le voir que Bill Burr et son pistolet sur Putain, l'épaule. Le pire design claqué. Mais d'un autre côté, je me souviens que quand j'ai revisionné la saison 1 d'une traite avec mon petit frère à Noël dernier, et j'espère pouvoir refaire la même chose en saison 2, mais du coup, je me souviens qu'on pétait les plombs tellement le design était éclaté au sol. Et le fait qu'ils reviennent créer une espèce de running gag en mode on est conscient que c'est nul et donc le mec doit revenir. C'est voilà, je ne sais pas. Tu vois, c'est un peu c'est mon Bob Ospian à moi dans Balle perdue, tu vois. Le mec il vient 2 fois de suite dans le film, tu vois. Et, le tacle gratos, quoi. Mais non, mais c'est pas un tacle. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce personnage de pompiste, quoi, tu vois. Et donc faites-moi la même chose. Bill Burr, c'est le pompiste. C'est le pompiste Mandalorian. Bah ouais, voilà. Je ne sais pas. J'espère du coup que notre ami Robert, que vous avez entendu dans beaucoup de podcasts de Mandalorian, écoute cet épisode. Mais si ce n'est pas le cas, ne le taguez pas, comme ça elle découvrira peut-être dans quelques années plus tard à quel point il est célèbre. Breaking Robert Ospian dans Mandalorian Season 3. Franchement, moi j'achète direct. Ce qu'on attend du prochain épisode, ceci étant dit, est-ce qu'on va vers la bagarre ? Est-ce qu'on va vers de nouvelles révélations, de nouveaux name dropping ? Puisqu'on parle de name dropping, je profite pour moi-même faire du name dropping et de dropper le nom de Timothy Zahn, auteur qui a créé le personnage de Thrawn, dont on a entendu parler la semaine dernière, et qui a dit sur les réseaux sociaux qu'il n'avait pas été consulté et que les auteurs qui savent écrire des histoires ne name-droppaient pas les noms de personnages comme ça. Dans tes dents, Dave versus Timothy, ça commence en octogone. Alors moi j'ai une petite pensée pour Dave qui avait dit beaucoup de respect, avoir beaucoup de respect pour Timothy pendant du coup son panel à la Star Wars Celebration 2016 à Londres en disant moi je voulais faire revenir Thrawn mais je pouvais pas le faire sans Timothy, donc on lui a commandé une nouvelle série de romans et tout, et visiblement bah voilà, il est plus consulté le pépère, et ça est quand même pas terriblement cool de la part de Disney et Lucasfilm de faire ça. Réfléchissons d'ici là au prochain épisode, qu'est-ce qu'on attend à part Bill Burr doux ou salé? Allez, c'est tout pour moi. Non, bah on attend. Moi, j'attends un octogone entre Timothy Zahn, Dave Filoni et Bill Burr dans le prochain épisode. Alors, mais non, mais Dave Filoni a un personnage, mais pas encore Timothy Zahn, donc il faut qu'il joue dans The Mandalorian. Il faut Timothy Zahn maintenant. Non, bah, en fait, j'attends un peu de ce qu'on appelle un peu la pré-bagarre, c'est-à-dire un combat un peu efficace, mais qui soit pas aussi efficace que celui du dernier épisode. Un peu genre dans Harry Potter 6, t'as une sorte de pré-bagarre à Poudlard et dans le 7, t'as tout qui explose. Faut un peu faire monter le suspense comme ça. Et j'attends pas mal de révélations sur Grogu. Je pense qu'on va être pas mal servi et que toutes les petites pistes de l'épisode 4 vont vraiment trouver un sens dans l'épisode 7, parce que je pense que le 8, ça va être à mon avis du non-stop bagarre comme ce qu'on a eu cette semaine. Je serais pas trop étonnée. Donc j'attends que ce soit un petit peu plus relevé niveau réalisation. J'attends qu'il y ait un chouïa plus de focus sur Mandalorian. Et puis ouais. J'avoue qu'en fait, je sais plus trop quoi attendre de la série. C'est ça qui me désole un peu. J'étais partie en début de saison, jusqu'à l'épisode 3, j'étais vraiment en mode de ouais, pas de soucis. Enfin, je comprends les réserves, mais moi j'accroche quand même comme ma petite série du dimanche matin. Mais je trouve que même en tant que série du dimanche matin, ça commence vraiment à trouver ses limites dans le dispositif.
Et ce qui me frustre aussi, c'est que la durée des épisodes est vachement aléatoire. Et autant quand on s'habitue à une saison avec que des épisodes de entre 30 et 40 minutes, tu t'y habitues. Là, on passe d'un truc de 52 minutes à 30 minutes. Et je trouve que ça crée aussi un déséquilibre de dingue. Et j'espère que ça va un peu plus être un peu plus homogène à l'avenir, quitte à repasser juste à du 30 minutes. Moi, ça me pose pas de souci tant que c'est clair, concis et que ça va à l'essentiel. Mais on sent quand même le fossé entre les épisodes qui ont 20 minutes de différence. Donc si pour la fin de saison, ils pouvaient faire un truc un peu plus coordonné et tout ça, j'aimerais bien. Ok, Phobos. Ouais, c'est marrant les remarques que tu fais sur la durée des épisodes, Océane, parce qu'effectivement, je me suis fait la remarque aussi que sur 30 minutes en live action, je trouve que c'est un peu short en fait pour déployer une histoire. Et que ça renforce cette impression que Dean, on s'intéresse pas vraiment à lui. Donc effectivement, j'espère que ces fins de saison sera plus centrée sur lui et ses relations avec Grogu, même si c'est parti pour être un truc en mode Ocean's 11. Donc à mon avis, ça va être juste un festival de plein de personnages et au final, à mon avis... Dean ne va peut-être toujours pas être sur le devant de la scène, donc ça là, un peu dommage. Et j'espère qu'on aura un peu plus de révélations sur ce pourquoi l'Empire a besoin de Grogu. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils sont en train de faire des Snoke dans des éprouvettes ? Est-ce que c'est autre chose ? J'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus là-dessus parce que ça fait quand même une saison et demie qu'on nous tease là-dessus et qu'on a très très peu de réponses. Donc je pense qu'il est quand même temps de dévoiler 2-3 trucs. Ok, et on termine avec JB. Tes envies pour le prochain épisode? Oh bon, moi je veux juste un combat Darksaber contre Lance de Beskar et puis voilà, c'est tout quoi. Mais j'ai plus vraiment d'attente quoi. Cet épisode-là, il va vraiment refroidi sur ce que pouvait potentiellement raconter la série et sur ce qu'elle allait ouvrir par la suite. Voilà, je suis un peu dépité, hein, je vais vous avouer. C'était pas très fun ce matin quoi. À la fin de l'épisode, je suis là putain, ça y est, c'est devenu ça maintenant Mandalorian quoi. Donc non, qu'est-ce que j'attends c'est assez téléphoné à peu près ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Donc bon, peut-être des surprises effectivement sur Grogu. Peut-être qu'ils vont nous sortir un twist. Je sais pas qu'en fait, s'il était à l'Académie Jedi, c'est parce que c'était un apprenti Sith qui a été capturé ou toi un truc comme ça qui changerait vraiment la dynamique entre les personnages et qui donnerait qu'au final la rédemption c'est Grogu qui doit la faire, tu vois. Donc peut-être ce genre de choses, mais je sais pas. Je dois t'avouer que là, j'ai envie que ça se finisse en fait maintenant. C'est triste. Ouais, effectivement un peu triste. J'espère que vous n'êtes pas aussi triste et dépité que nous toutes et tous. Mais voilà, partagez cet épisode quoi qu'il en soit. Partagez également votre avis sur cette tragédie qui était la nôtre ou en tout cas celle de l'épisode cette semaine. D'ici là, on vous retrouve, mesdames et messieurs, sur vos réseaux sociaux et vos podcasts respectifs. JB et moi-même, on vous propose bientôt un nouveau Land Rider. Donc on va parler d'un autre univers où il n'y a pas ou peut-être pas encore de personnages à la Boba Fett, mais il y a sans doute des mecs un peu bedonnants avec des armures plutôt stylées puisqu'il s'agit de Warhammer. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Phobos, on te retrouve sur Twitter Phobos Cosplay. J'ai harmonisé avec le reste. Exactement, et donc la dernière fois que j'ai voulu te taguer, ça renvoyait vers rien. Et quant à Océane, du coup, on te retrouve sur Twitter Octanexit et aussi sur le Lemon Adaptation Club, donc Lemona Club, et aussi sur le nouveau petit podcast Infusion, co-présenté avec Yasmina, qui fait également partie du label Bonus Tracks. Et on parle de thé. Et on se sert des tasses d'un thé aussi succulent que celui que Baby Yoda boit en saison 1. Eh ben parfait, voilà, excellente communication, ma foi, pour ces deux podcasts que vous pouvez aller écouter et déguster, effectivement, grâce au label Bonus Tracks, dont nous faisons effectivement partie. Des gros bisous à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous faire vos pronostics, à supporter Timothy Zahn ou Dave Filoni sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai un petit peu exagéré les choses pour monter la sauce vers l'octogone, mais il faut bien se hyper avec ce qu'on a à se mettre sous la dent. Voilà, hein, ou ce qu'on a tout court. On espère que vous ne partagez pas tout à fait la frustration qui était la nôtre cette semaine et que vous avez quand même bien kiffé.
Et en tout cas, nous, on vous kiffera pour le moindre petit RT et les étoiles sur Apple Podcast et tout ça. Vous connaissez la chanson, je m'arrête là, je ne suis pas une chanteuse à grosse bouche devant Jabba dans son palais après tout. Donc je m'arrête ici et je vous souhaite une excellente soirée, Cursed. une excellente journée. Mais voilà, Jedi Rocks, allez écouter Jedi Rocks, ça c'est cool. Salut! Salut! Ciao. Bonus. Trax. Et alors, je viens de capter qu'on a oublié de parler d'un truc qui était bien nul aussi dans la scène de combat, c'est le fait que Mando abandonne son jetpack parce qu'il faudrait pas qu'il puisse s'envoler à la poursuite des robots, hein ? Ça serait dommage.